Hélène Buzetti, Alec Castonguay, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Avez-vous hâte? Montréal, Toronto, 3 heures. Montréal, Québec, 1h30, j'ai lu sur le tableau. Bon, dans pas 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quand, mais apparemment que là, qu'on promettrait un vrai TGV. Moi, il me semble que j'entends parler de ça depuis que je suis petit. Enfin, depuis que celui en France, le Paris-Lyon. Chantal, ça serait bien quand même. Merci de commencer par moi. Je ne m'attends pas à prendre ce train de mon vivant. Non plus. Moi non plus. Désolée, mais non, j'y crois pas. C'est au moins la 6e fois que j'entends l'annonce. Bon. À chaque fois, mes chances diminuent. Hélène, est-ce que... Je ne vais pas prédire mon moment de mort, mais j'attendrai de voir. Mais c'est surtout qu'il y a une élection quand même à l'horizon et je ne sens pas jusqu'à présent de velléité conservatrice, de velléité de la part de M. Poilievre de prendre à bras-le-corps tout projet de transport en commun. Puis ça, c'est quand même de ça dont on parle. On parle de plusieurs milliards de dollars. Donc, s'il devait devenir premier ministre, je ne suis pas certaine de ce qu'il adviendrait de cet embryon de projet. Vous vous souvenez, Alec, quand M. Couillard, à la fin, est-ce que c'était lors d'un conseil général du PLQ, avait dit on pourrait peut-être faire des mini-trains rapides entre Québec et Montréal. En fin de mandat, des fois, on se dit, bon, bien, ressuscitons. Bon, il y a un bureau de projet qui existe, mais c'est un train rapide et pas un TGV nécessairement. Mais bon, on verra, quoi. C'était un monorail, si ma mémoire est bonne. Exact, c'est ça. Entre Québec et Montréal, puis on s'était tous dit « Ah, quelle belle idée qui ne se réalisera jamais. » Bon, dans le cas du TGV, je pense que sur papier, c'est une bonne idée. Les experts aiment aussi cette idée-là. Elle est probablement réalisable, mais ça prendrait beaucoup de volonté politique pour y arriver parce que la facture va être élevée, parce que c'est vraiment dans le temps un long projet qui pourrait prendre 10 ou 15 ans avec plusieurs gouvernements. Ça prendra un consensus canadien pour le mettre en place. Je suis assez d'accord avec Hélène que pour l'instant, on n'a pas l'impression que Pierre Poilievre a vraiment envie de jouer dans ce film-là. C'est le plus gros obstacle probablement à ce projet-là à l'heure actuelle. Parfait. Plan d'immigration du Parti québécois. On va montrer le tableau. C'est une baisse de moitié de l'immigration temporaire présente en sol québécois. Puis on y va par catégorie. Dans certaines catégories, travailleurs étrangers temporaires, voilà, des baisses très importantes. Étudiants étrangers, ça, c'est le Québec qui contrôle. Immigration permanente. Bon, on a un problème avec le tableau, me dit-on. Mais bref, c'est une baisse importante. Alex, je commence avec vous. En fait, on comprend bien que ce n'est pas tellement les chiffres, mais le message qu'il veut envoyer. Ça va être le parti qui va offrir le plus de réduction par rapport à d'autres, là. Oui, parce que ce ne sont que des orientations, il l'a bien dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, et que dans 2 ans, qui sait où nous en serons? Parce que je vous dirais qu'il y a 6 mois, on ne penserait pas qu'il y aurait eu toutes ces annonces du côté du gouvernement fédéral sur la diminution des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants, des cibles permanentes, même chose pour François Legault. Donc, ça bouge beaucoup en immigration. Donc, dans 2 ans, on verra. Je souligne 2 faits sur le plan d'immigration du Parti québécois. Les 35 000 qui seraient donc sa cible si elle tient, c'était la cible qu'il avait lors de la précédente élection, elle pourrait être encore la sienne. Il remonte au début des années 2000 en disant à l'époque, c'était ça. Bon, le Québec était 7,5 millions d'habitants à l'époque, on est rendu 9 millions. Si on voulait être cohérent, ce serait 42 000 immigrants permanents qu'il faudrait recevoir. Donc déjà là, il y a quelque chose qui accroche un peu. En plus, l'économie est plus importante, la pénurie de main-d'œuvre aussi, et la population continue de vieillir. Donc peut-être que là, il y a un ajustement. Et juste parce que je connais bien Pierre Fortin, avec qui j'ai travaillé au magazine L'Actualité pendant des années, que j'aime beaucoup, je veux juste qu'on cite ses études correctement. Il a effectivement dit que ce n'était pas une panacée que d'accueillir davantage d'immigrants, parce qu'évidemment, plus il y a de gens, plus ça crée une demande, plus ça stimule la demande, plus ça prend de gens pour remplir cette demande-là. Par contre, il n'a jamais dit que 35 000 était le seuil qu'on devrait atteindre. Lui, il trouve que les cibles actuelles, entre 50 et 60 000, sont les bonnes cibles d'immigration pour le Québec. Donc, il dit une chose dans son étude, il ne recommande pas les 35 000 nouveaux arrivants que préconise Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, oui, quand on dépose des études, c'est une chose. Encore faut-il qu'on consulte les experts ensuite. C'est ce qu'on devrait faire au PQ. On dit on n'a pas consulté personne encore, ni la classe économique, ni les experts. On ne fait que se baser sur des études.
On espère qu'ils vont effectivement aller consulter les gens sur le terrain. C'est un énoncé politique, Hélène. On va baisser, Oui. mais en sous-texte, il le dit presque, ne me prenez pas au pied de la lettre pour le 35 000 ou 40 000 ou 50 000. On verra, quoi. Mais il va en choc de la réalité, peut-être, Hélène. Oui, peut-être, comme il y en a eu un avec la CAQ qui nous promettait d'en prendre moins, mais d'en prendre soin, et que finalement, on en a pris plus, n'est-ce pas? Moi, je suis frappée par la similarité dans les discours de M. Paul Saint-Pierre Plamondon et celui, oui, de Mark Miller à Ottawa, à plein d'égards. Les diminutions sont peut-être pas nécessairement de tout à fait la même ampleur, mais dans les deux cas, on veut réduire le total de résidents permanents. Dans les deux cas, on veut réduire le nombre de temporaires qui se trouvent déjà au pays. Dans les deux cas, on veut réduire le nombre d'étudiants étrangers. Dans les deux cas, on nous propose, par exemple, pour les étudiants qui sont diplômés, ceux qui demandent de rester au-delà de leur diplôme avec un permis de travail. Dans les deux cas, on veut exiger certaines compétences linguistiques pour avoir ce privilège, finalement, de rester. Et dans les deux cas, on nous dit que désormais, pour sélectionner nos résidents permanents, on va davantage puiser dans le bassin de gens qui sont déjà ici sous forme de temporaires. Alors, il y a une très grande similarité entre les deux réformes, si vous voulez, autant à Ottawa qu'à Québec, et ça me frappe que dans ce contexte-là, la CAQ se retrouve complètement déclassée sur un sujet qui avait été, en quelque sorte, sa marque de commerce dans les élections précédentes. Oui, le rythme de réduction, quand même, C'est pas le Hélène, même. beaucoup plus important du côté du Parti québécois, là. Ah Les oui, cinq- absolument. OK, mais On parle je de comprends. 27 à Ottawa, presque 50 à Ouais. Québec. C'est pas la même chose, mais quand même. Non, je comprends. La C'est démarche. une petite révolution intellectuelle à Ottawa qui se retrouve des similarités avec Très Québec. bien. Chantal. Peut-être parce qu'en partie, la révolution intellectuelle à Ottawa vient un peu du Bloc québécois, qui n'est pas totalement étranger au Parti québécois. Cela dit, c'est un peu la journée de la marmotte, là. Rappelez-vous, la première élection, celle où la CAQ est arrivée au pouvoir, les mêmes objections aux mêmes objectifs, c'est-à-dire, quand on parle de la communauté d'affaires qui s'inquiète de ces cibles-là, on n'est pas en train de parler des grandes entreprises, là, des patrons qui n'aiment pas le Parti québécois. On parle d'une multitude de petites entreprises en région ou ailleurs qui disent « Hey, un instant, nous, on ne peut pas exister sans ces travailleurs étrangers. » Et les coupes qu'on propose aux travailleurs étrangers sont draconiennes, pour utiliser un mot plus français que drastique, et vont trouver écho, dans le mauvais sens du mot, pour le Parti québécois, dans beaucoup de petites entreprises et de gens qui votent plutôt que de patrons qui disent on n'aime pas le PQ. L'autre problème, toujours le même, c'est le poids du Québec dans la fédération. Je sais, le Parti québécois veut présumer qu'on voterait oui dans un référendum. C'est loin d'être évident. Et en réduisant à ce niveau-là, ce qu'on fait, c'est, à moins que le reste du Canada soit partant pour faire exactement le même genre de coupe, c'est réduire le poids du Québec dans la fédération. Voilà. Et à ça, il répond, bien oui, c'est pour ça qu'on doit quitter la fédération. Mais comme vous dites, si on ne quitte pas, le poids relatif baisse. Très bien. Merci pour l'immigration, mais ce débat-là est là pour rester. Et à quel moment on va pouvoir trouver des processus pour arrêter? Parce que vous parlez de la campagne, est-ce qu'on va refaire une bataille de seuil? Puis on va avoir nos 3 tableaux, puis 3 chiffres différents qui se ressemblent, mais pas tellement pareils. Est-ce qu'on peut avoir un mécanisme pour comprendre les besoins, vous parlez de région, et comprendre la capacité d'intégration et faire un calcul, puis arriver à des objectifs apolitiques? Peut-être pas, peut-être pas. Démission de la directrice générale de la DPJ, je vous fais entendre M. Carman, puis on revient. Dans le dossier des centres jeunesse, elle semblait prioriser des décisions administratives, des prises en charge administratives pour régler la problématique. Moi, je pense qu'il faut lancer un signal fort, qu'on est là pour changer la culture et que s'il y a des gens à congédier, s'il y a des personnes à remplacer, ce sera fait. Donc, à un moment donné, là, on peut couper des têtes là, quand ça va pas bien, mais ultimement, quand on est rendu à sa 7e année de gouvernance, si ça ne change pas au niveau de la DPJ, c'est la responsabilité du gouvernement et du ministre. Moi, c'est de ça dont je veux entendre parler.
Est-ce que, avec la démission, on dit la démission, en fait, Monsieur le ministre lui a demandé de partir. Je commence avec vous, Chantal. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'est une première étape de quelque chose qui va être plus profond? Quand il y a des différences d'opinion sur des crises fondamentales entre une direction et un ministre, c'est vraiment difficile pour la direction de continuer. Que ce soit parce que le ministre réclame sa tête ou pas, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre les deux. Clairement, il n'y en avait plus. Est-ce que ça veut dire que la prochaine personne va faire mieux? Je ne peux pas vous répondre parce qu'il me semble que l'ampleur des problèmes requiert que ce soit quelqu'un qui connaît le système. Quelqu'un qui connaît le système, est-ce que c'est quelqu'un qui change la culture? Encore là, je n'ai pas de réponse là-dessus. Alec, le ministre disait, moi, je voulais, par exemple, qu'elle appelle la police ou je voulais... Elle préférait des mesures plus administratives, peut-être. On sent qu'il voulait montrer aussi, à l'extérieur du système, que c'était grave. Oui, bien, vous savez, c'est un nouveau poste, hein, la directrice nationale de la DPJ. Puis j'ai l'impression qu'on est encore en train un peu de comprendre à quoi ça va servir. Tu sais, ça émane de la commission Laurent, mise sur pied par le gouvernement. Avant, vous aviez tous des DPJ individuels, puis il n'y avait pas vraiment de patron de la DPJ. Là, on a essayé d'avoir de la cohérence avec tout ça en nommant ce poste-là. Je pense que Mme Lemay se voyait davantage comme quelqu'un qui essayait de gérer les DPJ, d'amener de la cohérence, peut-être moins comme quelqu'un qui devait parler au ministre, savoir ce que le ministre devait savoir. Là, la partie communication avec les maîtres politiques était peut-être déficiente. Est-ce qu'on veut un chien de garde qui ramène à l'ordre les DPJ ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui les amène à s'améliorer? Ça aussi, ce n'est pas nécessairement le même profil de personne. Peut-être que Catherine Lemay ne pouvait pas faire les deux en même temps. Donc là, on sait mieux ce qu'on cherche avec la DPJ, avec ce poste-là, après maintenant 3 ans. Je pense qu'on va nommer quelqu'un en fonction de ce qu'on cherche. Alors que la première personne qui a été nommée, ça ne veut peut-être pas tout le temps ce qu'on attendait d'elle. Et ce que les DPJ non plus régionales attendaient d'elle, ça peut avoir joué aussi dans la mésentente actuelle. Oui, Hélène, un mot. Ben, ça va être plus qu'un mot, Patrice. Non, mais... C'est clair que Mme Lemay s'est faite démissionner, mais je ne suis pas certaine de comprendre. Je pense que M. Carman avait besoin de faire rouler une tête parce que politiquement, c'est souvent payant, parce que de nos jours, on dirait qu'on ne sait que faire ça, soit demander des commissions d'enquête ou faire tomber des têtes. N'en reste pas moins que M. Carman nous évoque surtout la situation qui s'est passée dans la DPJ de la Mauricie, situation qui a quand même été mise à jour il y a plus de 3 semaines de ça. Donc, pourquoi réagir à ça? Parce que dans le cas de Cité des Prairies, excusez-moi, mais quand les médias ont parlé de ce dossier-là, déjà, il y avait eu une enquête interne qui avait été complétée. Les 9 femmes avaient été soit suspendues, soit congédiées. Un autre intervenant congédié au printemps. Il y avait aussi une enquête externe en cours pendant laquelle on avait suspendu 2 gestionnaires pour pouvoir faire une meilleure enquête. Et, disait-on aussi, on avait déjà transféré certains dossiers à la police, là où on estimait que le droit criminel était peut-être Êtes-vous interpellé. sûr, ça, la dernière partie? Bien, c'est ce que disait le texte de la presse. Alors, je m'y fie au texte initial. Il était question de cas référés à la police. Alors, moi, l'impression que ça me donne quand même, c'est qu'il y a eu des manquements très graves, mais que lorsqu'ils en ont été informés, les gestionnaires, semble-t-il, ont pris les bonnes décisions. Alors, je ne vois pas où est la faute. Peut-être qu'on apprendra d'autres choses, mais moi, à date, j'ai l'impression que le système a agi comme il devait agir, a fait le ménage, puis bon, voilà. Oui, ce qu'on ne comprend pas encore, c'est comment un système comme ça a pu naître et perdurer aussi longtemps dans un centre comme Cité des Prairies, qui est particulier. Un mot pour vous dire, on en parlait la semaine dernière, Chantal, Radio-Canada prévoit que le NPD formera bel et bien le prochain gouvernement de la province. Impossible pour l'instant de dire s'il sera majoritaire ou minoritaire, me dit-on. Bref, NPD gagne. Qu'est-ce que ça change dans la joute politique, si ça change quelque chose à Ottawa, pendant qu'on est à la veille donc, de la demande du Bloc québécois? Chantal, tour de table. OK. Premièrement, plus d'inquiétude quand j'étais en Colombie-Britannique sur le résultat des élections américaines que sur celle de la Colombie-Britannique. C'est quand même remarquable. Deuxièmement, ça change quelque chose sur les avancées sur le droit autochtone de façon significative. Cette province-là est en avance sur la plupart des autres. C'est peut-être une mauvaise nouvelle sur le climat, c'est-à-dire que David Eby, le premier ministre néo-démocrate, avait dit « Si Pierre Poilievre arrive au pouvoir, moi, je vais abandonner mon programme provincial de tarification du carbone. »
Si les Verts avaient eu la balance du pouvoir, ils ne l'auraient pas fait. S'il devient majoritaire, il va le faire, ce qui va laisser peu de grandes provinces avec une tarification du carbone. Si je ne fais pas d'erreur, ça laisse le Québec. Alec. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Pierre Poilievre parce que d'abord, la force conservatrice en Colombie-Britannique est confirmée malgré la défaite à l'arraché aux mains du NPD. Et il n'a pas à s'embarrasser de John Rostad comme premier ministre, qui me semble être quelqu'un d'assez imprévisible, aux déclarations assez controversées et sulfureuses dans le passé, complotistes, etc. Là, les environnementalistes veulent qu'on mange des insectes, etc. Donc, mettons qu'un premier ministre comme ça, dans une campagne électorale fédérale, aurait été peut-être un embarrassement ou du moins une préoccupation pour un chef conservateur. Il n'a pas à se préoccuper de ça. Donc, pour Pierre Poilievre, je pense que même si son allié conservateur n'a pas gagné, ça reste une bonne nouvelle. Oui, puis il a quand même pas mal fait, comme vous dites. Conclusion. Je suis d'accord avec mes collègues. J'ajouterais peut-être cet élément. On verra donc si ce gouvernement est majoritaire ou demeure minoritaire. Bon, même s'il était majoritaire, ça serait par 1 ou peut-être 2 sièges, là, si mon calcul est exact. Beaucoup d'instabilité. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les troupes néo-démocrates dans cette province, qui est très importante pour le Parti fédéral, vont être toujours un peu sur le qui-vive, à toujours surveiller qu'est-ce qui se passe. Pas nécessairement beaucoup de temps à passer sur une campagne fédérale, parce que souvent, c'est le même monde. Et donc, ça serait de nature, je pense, à encore plus donner pas envie à Jagmeet Singh de précipiter une élection cet automne, par exemple. Belle conclusion. Et donc, à voter pour sauver les libéraux lors du vote que le Bloc québécois va lancer, donc suite à moins qu'il y ait un règlement cette nuit, mais on ne croit pas. Merci beaucoup. Non, mais si le Parlement siège. Il ne peut pas lancer de vote. Sa dernière journée d'opposition est passée jusqu'en 2025. Bon, alors, le problème se pose encore moins. Messieurs, dames, au revoir, adieu. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.